Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 5e vidéo destinée à l'apprentissage de Python. Dans cette vidéo, je vous propose de parler de la notion de fonction qu'on a déjà un petit peu utilisée et on verra aussi à la fin de cette vidéo la notion de portée des variables ou ce qu'on appelle le scope. Alors c'est parti pour la découverte des fonctions. Alors comme je le disais en introduction, on les a déjà utilisées les fonctions. On a utilisé entre autres la fonction print dans les vidéos précédentes qui permettait d'afficher quelque chose dans la console. Donc là, si je lance ce script là, print hello world, ça m'affiche donc la chaîne de caractères hello world dans la console. Donc on avait déjà déterminé ce que c'était qu'une chaîne de caractères, on avait vu que ça se mettait entre guillemets, et en fait, on a ici placé littéralement une chaîne de caractères en argument de la fonction print. C'est-à-dire que ici, on a le nom de la fonction qui s'appelle print, qui a déjà une fonctionnalité qui est déjà programmée dans le cœur de Python. Et ensuite ici on a une parenthèse ouvrante et on peut placer des arguments, d'accord. Donc là en l'occurrence les arguments que reçoit la fonction print peuvent être de n'importe quel type. Là en l'occurrence il s'agit de la chaîne de caractères et ensuite pour terminer la fonction on finit par une parenthèse fermante. On pourrait passer plusieurs arguments à la fonction print en les chaînant avec des virgules, donc en les séparant avec des virgules. Et par exemple là je pourrais mettre test, ici je pourrais mettre un nombre, je pourrais mettre ensuite un nombre à virgule, ici par exemple, et je pourrais très bien utiliser le run pour pouvoir lancer. Vous voyez que dans la console ici, le formatage des différents paramètres qui sont passés et qui sont affichés donc dans la console possède un espace pour les séparer. Donc voilà, donc là c'est l'utilisation d'une fonction. Là cette fonction-ci que l'on a utilisée, on ne l'a pas, comme je le disais il y a quelques instants, on ne l'a pas écrite, c'est-à-dire on ne l'a pas défini son comportement, sa fonctionnalité, son action si vous voulez. En effet, le but d'une fonction c'est d'avoir une fonctionnalité, d'où le nom. Et là l'action, comme je disais, du print, c'est d'afficher quelque chose en console, c'est tout. Mais la manière dont est codée cette fonctionnalité, elle se trouve à l'intérieur de Python. C'est pas quelque chose que nous avons défini. D'accord ? Mais en programmation, de manière générale, on peut définir des fonctions. Et vraiment, définir des fonctions, ça va nous permettre de faire un tas de choses et surtout de modulariser notre code et de regrouper des actions pour pouvoir les appeler à l'instar vraiment du print. Par exemple, je pourrais définir une fonction dire bonjour qui, quand je lui passerai un paramètre, par exemple un prénom, pourrait m'afficher dans la console bonjour virgule enchaîné du prénom que j'aurais passé en argument. Pour vous présenter le concept, on va utiliser des fonctions, de la définition de fonction, on va justement utiliser cette méthode de dire bonjour qu'on va créer. Alors j'aurais pu l'appeler dire bonjour, Toto, n'importe quoi, hein. Le nom n'a pas ici d'importance dans la construction d'une fonction, c'est juste un identifiant pour la fonction, pour qu'on puisse la rappeler plus tard. Donc en Python, pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé def, donc qui veut dire define ou definition, comme vous le souhaitez. Et ensuite, on place un espace, et c'est là qu'on va écrire l'identifiant de notre fonction, son nom donc. Et là, je vais l'appeler donc dire bonjour. Donc notez que je respecte une convention qui est de noter tous les mots enchaînés, tous les prochains mots avec une majuscule. Là, vous voyez que le premier n'a pas de majuscule, mais les mots suivants ont une majuscule. Si j'avais fait dire bonjour et faire autre chose, voilà, tous les mots, je les commence avec une majuscule, ça sépare bien visuellement les différents mots. C'est une convention d'écriture, hein, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais je vous recommande de le faire parce que c'est plus propre à lire. Donc là, l'identifiant ici a les mêmes restrictions que la déclaration de variable. Vous avez donc pas la possibilité d'utiliser des nombres au début de l'identifiant, ça ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux à part le underscore. Et c'est à peu près tout. Donc, du coup, ensuite, ce que vous allez faire, après avoir utilisé le mot-clé def, qui est un mot-clé de Python pour lui prévenir, justement, attention, on va déclarer une fonction qui a sa propre action, sa propre fonctionnalité. Ensuite, vous déclarez l'identifiant, et ensuite, vous allez mettre une paire de parenthèses comme ceci, suivi de 2 points, ce qui va déclarer un nouveau bloc, d'accord ? On avait déjà parlé des blocs dans la vidéo précédente. Dans les vidéos précédentes, il faut savoir que le bloc d'une fonction aura une particularité sur la portée des variables, on verra à la fin de la vidéo.
j'amorce un petit peu la fin de la vidéo justement. Et donc là, on a l'entête d'une fonction très très basique, d'accord? C'est-à-dire dire bonjour, de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. On verra l'intérêt de parenthèse ouvrante, parenthèse fermante par la suite, dans quelques instants. Et deux points qui définissent un nouveau bloc. Donc du coup, là, notre éditeur, quand je vais faire entrer, vous voyez, il nous ramène tout de suite avec la tabulation, ce qui signifie qu'on est dans le bloc de la fonction. On se trouve à l'intérieur de la fonction dès qu'on a une tabulation. À cet endroit-là, je vais pouvoir écrire des instructions qui vont définir le corps de notre fonction, c'est-à-dire l'action qu'aura notre fonction. Là, je pourrais par exemple mettre un print et dire « Salut, je suis la fonctionnalité de la fonction. » Bon, c'est pas terrible. Je suis le corps de la fonction. Voilà, donc là à l'intérieur de notre fonction on aurait ceci. Et du coup maintenant, comme on l'a déclaré au préalable, on va pouvoir l'appeler exactement la même manière que la fonction print, sauf que maintenant, vous voyez, d'ailleurs mon éditeur ici me le précise très rapidement, je peux l'appeler la fonction dire bonjour directement avec son identifiant, ici donc dire bonjour, et parenthèse ronde, parenthèse fermante. Là à noter que dans la fonction print on avait passé des arguments, donc le texte est affiché, et là dans la fonction dire bonjour il n'y a aucun argument, ici on n'a pas spécifié d'argument dans cette fonction, donc du coup je mets parenthèse ronde, parenthèse fermante, et c'est tout, et ça lancera l'appel de la fonction. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le fil d'exécution de Python? On arrive à cet endroit là, on voit une définition d'une fonction, donc Python gardera en mémoire que cette fonction existe, d'accord, et qu'elle est déclarée de la sorte. Il va arriver sur dire bonjour, il va sauter à la fonction, et il va exécuter tout ce qui se trouve dans la fonction, et une fois qu'il aura fini d'exécuter la fonction, il va revenir à cet endroit-là, au niveau du fil d'exécution du programme. Ce qui me permettra de, si j'écris des lignes de code après, de continuer de les exécuter. C'est logique. Je pourrais très bien ici mettre des prints pour mieux me rendre compte de l'évolution de mon programme. Ici on pourrait mettre début du programme. Ici on pourrait mettre juste avant l'appel de la fonction un print qui dirait je vais donner les termes qui sont un petit peu plus en anglais, on appelle ça un call de fonction. Donc on pourrait dire ici c'est le call de dire bonjour, d'accord, et ensuite on appelle la fonction dire bonjour et ensuite fin du programme. Donc là si je lance mon programme, qu'est-ce qui va se passer? Début du programme. Alors effectivement on commence en haut du programme, ça se lit de haut en bas. On a une définition de dire bonjour, vous remarquez qu'elle ne fait absolument rien, cette définition haute dans la console, elle est juste définie. C'est-à-dire qu'on prévient Python que l'identifiant dire bonjour va correspondre à une fonction que l'on a définie. Donc quand on l'utilisera, il sera en connaissance de cause, il sait qu'elle existe. Ensuite ici, on a un print qui nous affiche call dire bonjour, vous voyez que c'est la suite d'exécution de notre programme qui se trouve ici. Ensuite, on a « je suis le corps de la fonction ». En effet, ici, on a appelé la fonction, donc on s'est retrouvé au niveau du fil d'exécution dans cette fonction et on a exécuté tout ce qui se trouve dans le bloc de la fonction. D'accord? Je rappelle, les blocs sont déterminés par une indentation ici. Toutes les lignes qui seront indentées au même niveau correspondront au bloc défini par l'entête du bloc, et en l'occurrence, l'entête du bloc ici définit une fonction. Et ensuite, vous voyez, j'affiche bien la fin du programme, ce qui signifie qu'on est retourné à cet endroit-là dans le fil d'exécution pour continuer notre programme. Donc voilà, là on a écrit vraiment une fonction de base. Maintenant, on va, je vais supprimer ici ce qu'on avait écrit pour le début du programme, etc. On va améliorer un petit peu notre fonction, on va en faire une meilleure fonction en passant des arguments. Souvenez-vous, quand on avait écrit la méthode print, on lui passait des arguments, d'accord? Je pouvais lui passer des arguments comme ceci, séparés par des virgules. Ce que je vais pouvoir faire ici dans la fonction dire bonjour, c'est directement dans la définition de la fonction, lui prévenir Python, attention, cette fonction est en mesure de recevoir des arguments. Et ces arguments, ils vont être associés à des variables que l'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de la fonction. C'est-à-dire que dans dire bonjour, entre les parenthèses qui se trouvent ici, je vais pouvoir placer des identifiants, d'accord? Et ces identifiants correspondront à des variables qui pourront être utilisées à l'intérieur de la fonction. D'accord? C'est-à-dire que si ici je place un premier paramètre non, d'accord,
Je mets une virgule, je place un deuxième paramètre que je vais appeler prénom. Donc là, j'ai 2 paramètres en entrée de la fonction. C'est-à-dire que la fonction attend vraiment 2 paramètres. Lors de l'appel de la fonction, si je ne renseigne pas ces 2 paramètres, je vais avoir une erreur. Il va falloir que je les renseigne. Donc là, le premier paramètre, ça va être Dupont. Le deuxième paramètre, ça va être Jean, par exemple. Et là, du coup, lors de mon appel de la fonction ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté à la fonction ici et j'ai renseigné la première valeur que j'ai passée en argument ici. Je l'ai remplacée, je m'en suis servi de valeur pour la renseigner à cette variable, d'accord, variable qui est propre à la fonction. Et le deuxième argument ici, je l'ai remplacé par prénom, entre guillemets. C'est-à-dire que prénom deviendra la valeur Jean, d'accord. Donc c'est vraiment lors de l'appel que c'est fait. C'est-à-dire qu'à cet appel-là, Dupont ici sera la valeur de la variable nom et Jean sera la valeur de la variable prénom. Donc il faut s'imaginer un petit peu que lorsqu'on a fait cet appel-là, on arrive au call de la fonction qui va envoyer tous ces paramètres à la fonction dire bonjour qui va être renseignée, qui va renseigner ces différentes variables. D'accord ? Du coup, à l'intérieur de ma fonction, donc à l'intérieur de mon bloc, je vais pouvoir utiliser ces variables pour faire des tas de choses. Par exemple, je pourrais très bien dire que utiliser un plus nom ici et dire par exemple à la place de dire bonjour, ça serait bonjour, virgule, plus nom, plus un espace, pour qu'on ait un espace entre les deux, plus prénom. Bon, je vais expliquer un petit peu le plus ici. Ça paraît pas logique d'utiliser un opérateur d'addition, une addition pour ajouter du texte plus du texte, parce que ça renvoie pas un résultat mathématique et on a souvent l'impression, enfin on a souvent vu le signe addition comme une addition de nombres. Et là en l'occurrence ce n'est pas le cas, là on fait ce qu'on appelle une concaténation. Le principe de la concaténation, c'est tout simplement de prendre une chaîne de caractères et de l'ajouter à une autre chaîne de caractères pour faire une nouvelle chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'en Python, si je fais A plus B, le résultat, ça va être une chaîne de caractères comme ceci, AB. D'accord ? J'ai vraiment ajouté, j'ai concaténé A et B. D'accord ? Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai concaténé la chaîne de caractères littérale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas associée à une variable, elle est directement constante ici, écrite en dur si vous voulez, plus le contenu que je vais recevoir lors de l'appel de la fonction qui se trouve dans nom, dans la variable nom, plus un espace, pour que ce soit joli au formatage, plus le contenu de la variable prénom que j'aurais reçu lors de l'appel. Maintenant, si je lance ma fonction ici, run hello world, vous voyez que ça m'affiche bien, je lance ma fonction et que je lance mon script, vous voyez que ça m'affiche bien bonjour, virgule, un espace, parce que je l'ai placé ici, l'espace, d'accord, plus Dupont, un espace, qui se trouve ici, entre les deux, entre le nom et le prénom, plus Jean, d'accord. Donc du coup, j'ai créé une fonction ici qui me permet d'utiliser son corps ici. Je pourrais très bien appeler cette fonction à nouveau, en mettant ici, par exemple, test à la place du nom, et test, par exemple, n'importe quoi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Les paramètres, le premier appel n'aura pas changé, et le deuxième appel aura changé, sauf que maintenant, Dupont, qu'on avait passé en premier paramètre, lors du deuxième appel, on a passé test, par exemple. Donc du coup, nom est devenu test, et etc. est devenu prénom. Cette fonction, elle n'est pas tout à fait propre, pas tout à fait sécurisée. Pourquoi? Parce que je pourrais très bien décider d'être un mauvais utilisateur de la fonction et de dire que maintenant je veux placer à la place d'une chaîne de caractères, je veux placer 42 et je veux placer par exemple 10 ici. Et vous allez voir qu'on a une erreur tout simplement dans la logique de la fonction. Voilà, j'ai une traceback ici, can't convert int object to str implicitly. C'est important de comprendre les erreurs aussi qui vous sont envoyées par Python. Là, en l'occurrence, il me dit je ne peux pas convertir un entier, int, un objet entier, vers str implicitement. Str, ça veut dire string, d'accord? Donc chaîne de caractères en français. Effectivement, là, on lui passe des nombres.
jusque là, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire on peut renseigner nom comme un nombre et prénom comme un nombre, il n'y a absolument pas de souci. On déclare une variable, on choisit le type qu'on veut lorsqu'on déclare ces variables. Sauf que quand on les utilise ici, on ne peut pas concaténer un nom, on peut pas concaténer un nombre avec une chaîne de caractères. Ça ne veut rien dire ajouter du texte plus 2 par exemple, ou ajouter du texte plus 42, ou dire Toto plus 7, ça ne veut rien dire. Donc il va falloir qu'on spécifie que le nombre qui est passé en paramètre ici, eh bien, on veut le convertir en chaîne de caractères, c'est-à-dire on veut le convertir en texte. C'est-à-dire que son usage ne sera plus d'être un élément mathématique, mais son usage sera d'être une chaîne de caractères du texte. Donc là, à ce moment-là, on pourra le convertir, on pourra le concaténer sans souci. Donc du coup, pour convertir un nombre en chaîne de caractères, il y a une fonction qui existe dans Python qui s'appelle str. Et comme maintenant on sait utiliser des fonctions, vous voyez que la fonction elle s'appelle str, on ouvre la parenthèse, on lui passe en paramètre ce que l'on veut convertir en chaîne de caractères. S'il ne peut pas le faire, il nous enverra une erreur Python, mais s'il le fait, il n'y a pas de souci, il va nous convertir cette chaîne de caractères, et ensuite on pourra la concaténer sans souci. Du coup, je vais faire la même chose pour prénom ici, puisque je sais que là, en l'occurrence, prénom est un nombre dans mon dernier appel. Si je lance mon projet, il n'y a absolument pas de souci avec toutes les chaînes de caractères. Là, qu'est-ce qui va se passer? Non, une chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères, il va la convertir en chaîne de caractères. Au final, ça sera quand même une chaîne de caractères. C'est peut-être pas forcément hyper optimisé, mais au final, ça passe quand même, il n'y aura pas d'erreur. Et pareil, maintenant, on peut utiliser des nombres à la place, ou théoriquement, n'importe quel autre type de données. Je pourrais très bien utiliser ici des nombres à virgule, donc des floats. Et ici, je pourrais très bien utiliser un nombre entier. D'accord? Donc là, si je fais un run, ah non, il n'a pas apprécié la conversion. Ah non, c'est juste que c'est pas la conversion, vous voyez, j'ai prédit trop rapidement quelque chose qui n'était pas bon. Là, si je lis bien l'erreur, il me dit name error, name dire bonjour is not defined. On n'a pas défini le nom, dire bonjour. En effet, la fonction elle s'appelait dire bonjour et non pas dire bonjour. Donc là, je fais un run, vous voyez, hop, ça fonctionne très bien. Il m'a bien converti 12.0 dans la fonction ici. Il m'a bien converti 12.0. Je pourrais très bien mixer avec des chaînes de caractères ici sans problème. Passer des chaînes de caractères et des nombres. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, à l'intérieur de la fonction, ça se convertira en chaîne de caractères. Donc voilà, maintenant on en connaît un petit peu plus sur le passage en argument. Un passage d'argument à une fonction. Alors en général, on dit passer des arguments lors de l'appel de la fonction et on dit recevoir des paramètres lors de la définition de la fonction. D'accord ? Maintenant, je vais vous montrer des petites astuces dans les paramètres. Alors, on a une astuce qui est assez sympa qui nous permet de prédéfinir des paramètres. C'est-à-dire que là, je pourrais dire prénom. Alors, je pourrais dire nom, prénom, âge. D'accord ? Et je pourrais, en partant de la fin, c'est très important, toujours partir de la fin quand vous allez faire ce que je vais vous dire, vous allez pouvoir justement prédéfinir des valeurs. C'est-à-dire mettre des valeurs donc par défaut. Ici, je pourrais dire que l'âge par défaut, il est de 20. D'accord ? C'est-à-dire que lorsque je vais faire mon appel à ma fonction, dire bonjour, n'oubliez pas de revenir sur l'indentation ici, parce que si vous êtes à cette indentation-là, ça considère que vous êtes à l'intérieur de la fonction, dans le même bloc. Donc je reviens bien à l'indentation de base, et quand j'appelle dire bonjour ici, je dois renseigner un nom, par exemple test, je dois renseigner un prénom, on va l'appeler Toto, mais je ne suis pas obligé de renseigner un âge. D'accord ? Et si j'ajoute ici à la chaîne de caractères à la fin l'âge, avec marqué juste avant, on va mettre AG2. Alors oui, Python nous permet de mettre des accents, je fais une petite parenthèse, Python nous permet de mettre des accents alors que d'autres langages ne le permettent pas. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai concaténé AG2 plus l'âge. Et effectivement, je pourrais très bien dire, bon là je vais mettre 12 en troisième paramètre. Là, si je lance mon programme, vous voyez que hop, ça m'affiche bien 12. Mais comme je l'ai mis par défaut que le dernier paramètre ici avait une valeur, si je ne le renseigne pas lors de l'appel mon paramètre, ça fonctionnera, vous voyez, il va prendre le paramètre par défaut. Alors attention, si vous sautez des paramètres, par exemple que là je mets nom égal à 50 directement ici et que je lance mon programme, normalement ça ne devrait pas fonctionner. Voilà.
non-default argument follows default argument. Alors là, l'erreur, en fait, elle est assez simple à se souvenir, c'est que tous les paramètres par défaut doivent être placés à la fin. Vous ne pouvez pas faire un paramètre par défaut au début, suivi d'un paramètre qu'il faut absolument renseigner ici. D'accord? C'est pas logique. Parce que là, une fois que vous appelez votre fonction, admettons que le premier paramètre, il est OK, il est cédé par défaut, et quand nous, on aimerait renseigner le deuxième paramètre. Comment on fait? On peut pas faire rien, virgule, rien, virgule. Par contre, il y a un truc qui est sympa dans Python, c'est que vous allez pouvoir, lors de l'appel de la fonction, définir dans quel ordre vous appelez les paramètres. Par contre, ça c'est un truc assez sympa, qui est assez utilisé par exemple dans les API de Blender ou ce genre de logiciel. Donc je vous le montre parce que ça peut paraître assez bizarre, mais je pourrais très bien faire dans les arguments ici, commencer par l'âge. D'accord? Là, souvenez-vous que on fait les paramètres dans l'ordre. Hein. Là, c'est le nom, virgule, ensuite le prénom, virgule, ensuite l'âge. Vous voyez d'ailleurs, ça me l'affiche ici en tooltip par-dessus pour m'aider dans mon IDE. Mais je pourrais très bien dire maintenant, je veux que enfin, c'est pas je veux que le prénom, c'est je veux renseigner le prénom et je veux que le prénom il soit égal à test. Et ensuite, je veux renseigner le nom. Et il faut absolument renseigner les paramètres obligatoires, les paramètres qui n'ont pas de valeur par défaut, il faut absolument les renseigner. Et là, je voudrais mettre le nom si ça soit Toto par exemple. Vous voyez, je ne les mets pas dans l'ordre, mais tant que je les renseigne tous, c'est-à-dire tous les paramètres nécessaires, tant que je les renseigne tous, qu'ils soient dans l'ordre ou pas, ça ne me pose pas de problème si j'utilise la syntaxe le nom de la variable est égal à suivi de la valeur. Comme si je déclare une variable en fait. Et là, vous voyez que ça fonctionne très bien. Bonjour test Toto, bonjour Toto test AG 2. Voilà. Donc ça, c'était la première fonction et ça, c'est la deuxième fonction. Deuxième appel de fonction. Donc là, voilà, on en connaît un petit peu plus sur les fonctions en Python. Maintenant, j'aimerais vous montrer une dernière chose sur les fonctions, ce qui nous permettra d'en conclure avec la création de fonctions personnalisées dans Python. Donc pour se récapituler un petit peu la tâche, on va changer d'exemple. Je vous propose de faire tout simplement une fonction addition. Alors même s'il y a déjà l'opérateur plus qui existe déjà, là c'est vraiment une fonction qui va nous permettre d'apprendre un petit peu plus sur la construction d'une fonction. Donc ne pensez pas que ça va être une fonction super utile, mais cette fonction on va l'appeler ajout de nombre. Ajouter deux nombres, on va faire. Et je vais passer en paramètres n1 et n2 qui seront deux nombres. Et le contenu de ma fonction sera de créer une variable interne à la fonction qui va s'appeler résultat. J'ai choisi le nom arbitrairement. Et qui va être égal à n1 plus n2. D'accord? Maintenant, je vais appeler ma fonction ajouter deux nombres. Premier paramètre, c'est n1. D'ailleurs, vous voyez que le tooltip m'aide ici. Donc, je vais faire 10. Deuxième paramètre, c'est n2. Je vais faire 42, par exemple. Et là, si à l'intérieur de ma fonction, donc, je déclare une nouvelle instruction qui va être un print pour afficher résultat, par exemple. Si je lance mon programme, vous devez déjà savoir ce que ça va faire. Que je fais un run, ici, hop, je lance, ça m'affiche bien 52. Mais là, le print, il est fait à l'intérieur de la fonction. D'accord? C'est-à-dire que le résultat, il est calculé là, et le print, il est fait à l'intérieur de la fonction. Maintenant, imaginez si la fonction pouvait nous renvoyer résultat directement lors de l'appel. C'est-à-dire que je vais utiliser un mot-clé qui s'appelle return, qui va permettre de retourner une valeur. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir retourner résultat. Je vais expliquer plus précisément, ne vous inquiétez pas, ça peut paraître un petit peu compliqué quand on débute, je sais, je suis passé par là, mais je vais continuer mon exemple et vous allez voir que normalement, petit à petit, vous allez comprendre, je vais donner plein de métaphores, donc restez là si vous ne comprenez pas tout de suite le principe du return. Donc, là, j'ai à la fin de ma fonction écrit le mot-clé return suivi de quelque chose que je vais renvoyer. Et là, ce que je vais renvoyer, c'est l'addition de n1 plus n2 qui ont été passés en paramètres, d'accord, lors de l'appel de la fonction. Si je lance, il ne va rien se passer. Absolument rien. Mais en fait, ce qui se passe réellement derrière, c'est que ce retour de résultat, d'accord, de la variable résultat, va être l'ensemble de ce que j'ai surligné. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir, par exemple, définir une nouvelle variable que je vais appeler test,
qui va être égal à l'appel de la fonction 10, 42, d'accord, ajouter deux nombres 10, 42. Et en fait, ce qui va se passer lors de l'exécution de ce programme, c'est que, souvenez-vous de la règle que tout ce qui est à droite du signe d'affectation est d'abord exécuté en premier et ensuite réintroduit dans la variable. Donc revoyez la vidéo sur les variables si vous ne vous souvenez pas de ça, mais c'est une règle fondamentale, c'est pour ça que je l'avais expliqué précisément dans la vidéo sur les variables. Mais là, c'est d'abord cette partie qui va s'exécuter lorsqu'on arrivera à cette ligne, hein, bien sûr, dans le fil d'exécution, après avoir défini la fonction, etc. Donc du coup, on va exécuter cette fonction, on va sauter à la fonction ici, on voit que n1 il vaut 10, on voit que n2 il vaut 42, on déclare une fonction interne à la fonction, une variable pardon, interne à la fonction qui ajoute n1 plus n2, donc là ça nous fait un résultat de 52, et on retourne le résultat. On retourne la valeur de résultat, et la valeur de résultat c'est n1 plus n2. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle cette fonction ici, c'est comme si en fait on avait fait directement 52, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce que j'ai surligné ici va être égal à la valeur du return. D'accord ? C'est-à-dire que là, tel quel, dans le programme que j'ai écrit avec les valeurs 10 et 42 que j'ai passées en paramètres, cet appel de fonction précisément vaut 52. D'accord ? C'est comme si j'avais fait test est égal à 52 dans ce cas-là. Parce que l'ensemble de mon appel de fonction devient à ce moment-là de l'exécution la valeur de return. D'accord ? Donc du coup, ce return ici, cette valeur du return, va être réinclus dans le test. Attention, je vous donne des métaphores, des images pour mieux comprendre le principe. C'est peut-être pas les termes exacts en programmation, mais il faut bien comprendre que, et visuellement ça peut aider de voir que ce que je viens de surligner correspond à la valeur qui est du résultat. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est me faire un petit schéma pour expliquer les choses. Alors là, je vais faire un schéma avec des caractères, hein. C'est pas un vrai schéma avec un logiciel de dessin. Mais c'est imaginer que vous êtes dans une usine. Donc vous avez une usine ici. Une usine qui, par exemple, prenons Charlie et la chocolaterie, l'exemple tout simple. Vous recevez en entrée du chocolat. Vous recevez du papier aluminium. Vous le passez à l'usine. Là, je vais mettre des flèches pour représenter l'image. Et de l'usine sort une tablette de chocolat. Chocolat emballé. D'accord ? Donc, ici, on passe des paramètres. D'accord ? Des arguments, pardon, à la fonction. La fonction, c'est usine, là, dans ce cas-là, dans la métaphore. On va faire comme ça. On lui passe des choses à cette fonction, en argument. Et à la sortie, elle nous retourne quelque chose. D'accord ? Là, en l'occurrence, c'est une tablette de chocolat emballée. Et en fait, le principe de l'action ici, si on s'est servi... C'est pas tout le temps le cas, hein, c'est pas tout le temps le cas, on ne sert pas forcément tout le temps des arguments qui sont passés en paramètres. Là, j'aurais pu très bien dire, je passe un fouet, par exemple. On s'en sert à l'intérieur de la fonction, mais ça n'a aucun impact sur la sortie ici. J'aurais très bien pu utiliser un bâton de bois à l'intérieur, n'importe quoi, pour faire fondre le chocolat et en faire une tablette, je sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, ici je passe des paramètres qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'usine, et quoi qu'il arrive, à la sortie, ça me retourne une tablette de chocolat. D'accord ? Dans ce cas-là. Mais si j'avais pas de passé de chocolat en entrée, l'usine elle aurait pas eu de chocolat, donc elle m'aurait pas sorti une tablette de chocolat. D'accord ? Donc l'intérêt de définir des fonctions, c'est aussi de passer des paramètres qui vont être modifiés, utilisés, et pour pouvoir créer des choses et les retourner. D'accord ? Enfin, l'intérêt du return en l'occurrence. Un autre exemple qui est peut-être plus parlant pour certaines personnes, c'est les fonctions mathématiques. Quand on utilise une calculatrice scientifique et qu'on tape par exemple cos de 0,5 par exemple, on a un retour, et ce retour eh bien, est utilisé avec le paramètre qui se trouve à l'intérieur ici de la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, d'ailleurs, qui existe en Python dans un module mathématique, un module maths, peut nous ressortir eh bien justement ce que je disais, une valeur. Voilà, on peut avoir la fonction tan, tan, tangente,
on pourrait très bien avoir la fonction racine carrée qui s'écrit souvent square root en anglais comme ceci, avec 4 lettres, SQRT, avec entre parenthèses ici par exemple 4. Donc voilà, toutes les fonctions mathématiques ont le même principe, vous leur passez une valeur en entrée, ou en argument, et ensuite elle vous sort un autre résultat. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour la définition des fonctions. Je vais vous reprendre un autre exemple, un petit dernier exemple pour nous, pour que ce soit un petit peu plus parlant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple qui est bien sympa? On pourrait... je réfléchis, c'est du live, c'est un test live en temps réel. On pourrait très bien dire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, on va faire un truc simple. On va faire test gagne. C'est une fonction test gagne. On va lui passer le score 1 en entrée, le score 2 en entrée. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et on va dire tout simplement à l'intérieur de la fonction, maintenant on sait utiliser des if, comme ça on va réutiliser les if. Si le score 1 est supérieur à score 2, à ce moment-là, on va faire un return true, par exemple test, on va l'appeler test gagne score équipe 1 score équipe 2. Donc là c'est les noms de variables ont changé ici. Je vais pas renvoyer un trou, mais je vais dire je vais retourner équipe 1, donc une chaîne de caractères ici. Et sinon, donc ça veut dire que équipe 2 alors pardon, s'il faut mettre un elif, vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Hop. Si ensuite équipe 1 le score de l'équipe 1 est inférieur au score de l'équipe 2, à ce moment-là je vais retourner équipe 2. Sinon, et le sinon là en l'occurrence ça veut dire que les deux scores ils sont égaux. D'accord? Je vais retourner égalité. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ma fonction test gagne. Et là, je vais dire que le score de l'équipe 1 c'est 42 et le score de l'équipe 2 c'est 20. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis si je fais un run? Ah, là j'ai une erreur de syntaxe. Effectivement, j'ai oublié les deux points qui définissent le corps de ma fonction. Hop, le run. Là j'ai le else qui n'existe pas parce que j'ai pas défini les deux points. Voilà, je lance. Là, il s'est rien passé parce que j'ai tout simplement rien printé dans la console. Il faudrait que ici je me serve du résultat du return qui est l'appel de ma fonction et que je le mette par exemple dans un print directement. Ça pourrait fonctionner. Je fais un return et là vous voyez que ça me met équipe 1. Pourquoi équipe 1? On va refaire le parcours de tout le programme avec plusieurs situations, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de bien expliquer encore une fois pour bien dans les détails. Donc là j'appelle test gagne à l'intérieur de la fonction print. Il faut savoir que toujours on appelle tout ce qui est le plus profond dans les parenthèses, c'est-à-dire que ce qui est le plus loin dans les parenthèses, c'est-à-dire que d'abord c'est ce qui se trouve à l'intérieur du print qui va être appelé et ensuite ça va être le print qui va être appelé. Donc là, on appelle cette fonction qui s'appelle test gagne en lui passant paramètres 42 et 20. 42 devient la valeur de score équipe, 20 devient la score de score équipe 1, 20 devient la valeur de score équipe 2. Si score équipe 1 est supérieur à score équipe 2, donc là, dans ce contexte-là, score équipe 1 vaudra 42 et score équipe 2 vaudra 20, donc c'est le cas. À ce moment-là, on return équipe 1. Et le principe du return aussi, c'est qu'on arrête la fonction, c'est-à-dire qu'on sort de la fonction. Dès qu'on voit un return dans une fonction,
on sort de la fonction. Vraiment, ça arrête la fonction. Tout ce qui sera après ne sera plus exécuté. C'est-à-dire que peu importe si je mets par exemple ici un print fin de fonction, je suis toujours dans le bloc de la fonction, hein, puisque j'ai la même indentation, vous remarquez ici d'ailleurs. Hop, j'ai la même indentation. Je le lance, j'aurai jamais fin de fonction qui est affichée, puisque j'ai toujours un cas où il y a un return qui est fait. D'accord? Par contre, si je mets ici print avant fin de compte, avant le return ici, le print sera effectivement fait. Par contre, si je mets un print qui est après le return ici, il ne sera pas fait. Hein. On est sorti de la fonction complètement. Donc du coup, je récapitule. Ici, dans ce contexte-là, score équipe 1 qui vaut 42 et 20 qui est la valeur de score équipe 2. Donc là, en l'occurrence, le test conditionnel est fait en sorte de ce que score équipe 1 est supérieur à score équipe 2. Donc dans ce cas-là, le if, il va prendre effet. Et il retourne une chaîne de caractères littérale, d'accord, qui est pas associée à une variable, mais c'est juste une chaîne de caractères littérale, qui va arriver dans la fonction print ici, d'accord, à la place donc de tout ce que j'ai surligné, entre guillemets, et le print va nous l'afficher, donc du coup, ici, ça m'affiche bien équipe 1. Maintenant, si je fais l'inverse, c'est-à-dire que je dis que le score de l'équipe 2 était de 42, mais le score de l'équipe 1 est de 20, je vais passer dans le elif, puisque le premier test ici n'est pas vrai, donc on passe aux éventuels elif suivants et aux else dans le cas où il n'y a pas de elif, et s'il n'y a pas de else, on ne fait rien. Donc là, je passe dans le elif. Effectivement, cette condition est vraie. Pourquoi? Parce que score équipe 1 vaut 20, et c'est bien inférieur à 42, qui est le score de l'équipe 2. Donc du coup, ça m'a bien return ici équipe 2. Donc du coup, ce que je viens de surligner ici vaut la chaîne était une équivalence à la chaîne de caractères littérale équipe 2. Et dans le cas où les deux scores sont égaux, si je fais un run, vous voyez que ça me met bien égalité. Pourquoi? Parce que on passe dans la clause else ici à l'intérieur de la fonction, puisque le if ici n'est pas vrai, la condition ici n'est pas vraie, donc on passe au elif. La condition n'est pas vraie ici, donc on passe au else, qui est donc le return égalité ici. Je vais vous montrer quelque chose aussi d'assez intéressant, c'est qu'on peut très bien faire un return sans passer de valeur. Là, j'attaque un petit peu une notion un tout petit peu avancée, mais je pourrais très bien dire ici, si le score de l'équipe 1 est égal à 666, par exemple, le score du diable, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais un return direct. D'accord? Et en fait, qu'est-ce que ça a pour effet? Ça a tout simplement pour effet de dire, d'ailleurs, si le score de l'équipe 1 ou que le score de l'équipe 2 est égal à 666, je fais un return. Ça a pour effet tout simplement de sortir de la fonction et de rien return. Du coup, ici dans le print, on n'aura rien retourné, donc on n'aura aucune valeur printée. Donc que je mette ici 666 dans un score ou dans l'autre, si je fais un run, vous voyez que ça me return none, ce qui signifie aucun retour. Et donc du coup, là en Python ça retourne none, dans la majorité des langages ça retourne rien. Le fait que ça retourne none ici, si je le print, ça me met bien none. Mais au final, c'est une valeur qui est non exploitable. C'est une valeur spéciale en Python qui ne vaut rien en fait. Voilà. Donc là, on a vu les fonctions. N'hésitez pas à revenir en arrière dans cette vidéo si vous voulez bien recomprendre toutes les subtilités. J'ai essayé d'employer un maximum des mots précis utilisés dans le monde de la programmation et d'autres métaphores. Mais maintenant, on va parler d'un autre point extrêmement important en programmation qui s'appelle la portée des variables. Enfin, c'est le scope en anglais. Et donc, je vais définir une fonction ici que je vais appeler A. On va rester dans des mots simples. Je vais lui passer une valeur 1, une var 1 et une variable 2. Et tout simplement, ce que je vais faire à l'intérieur, c'est que je vais faire total est égal à var 1 plus var 2. Voilà, ça c'est ma fonction, toute bête et méchante. Ensuite, je peux appeler A ici, et je peux dire 1 plus 2, 2 plus 2 par exemple. Cette fonction pourrait nous return total. Et ici, je pourrais très bien faire un print du résultat.
Maintenant vous savez ce que ça fait. Ici ça va bien me retourner 4. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Var 1, var 2. Oui, c'est pas un plus ici, c'est une virgule, excusez-moi. Et si je retourne, si je lance mon programme, ça me fait bien un affichage de 4. Donc là, vous savez comment ça fonctionne, pas de souci. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'en fait, toutes les variables que l'on a définies à l'intérieur de cette fonction, eh bien, sont propres à la fonction. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'espace de la fonction. C'est-à-dire que leur portée ne peut pas être utilisée en dehors du bloc dans lequel elle est définie, ou dans les blocs, dans les sous-blocs de ce bloc. C'est-à-dire, ici, quand j'ai écrit... Oula. Quand j'ai déclaré ma variable 1 et variable 2, qui va être correctement déclarée lors de l'appel de la fonction, en fait, mais il faut savoir que variable 1, si je veux l'utiliser après ici, la définition de la fonction, ou même après le print, si je fais un print de variable 1 ici, vous voyez d'ailleurs que mon éditeur est assez intelligent pour me le souligner, il s'agit d'un élément qui n'est absolument pas nommé, qui n'existe pas, c'est un identifiant qui n'existe pas pour Python, tout simplement parce que les paramètres ici de la fonction A sont propres à la fonction A, d'accord? Ils restent dans l'espace de la fonction A. C'est pareil, total ici, qui est défini, même si je l'affiche après l'appel de la fonction A, on pourrait très bien se dire quand on est débutant que, ok, j'ai appelé la fonction, donc j'ai déclaré cette variable, donc elle existe. C'est faux. Une fois que l'on arrive à la fin de la fonction, et qu'on return, cette variable est détruite. D'accord? C'est vraiment très important. Donc si je fais un run ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que total est un nom non défini. En effet, total n'existe pas. Identifiant total n'existe pas. Quand on a fait un return ici, toutes les variables locales ont été dépilées. C'est ce qu'on appelle dépilées parce qu'en fait elles sont mises sur une sorte de tas à chaque fois qu'on les écrit et elles sont supprimées quand on sort donc des différents endroits de portée des variables, donc qu'on sort des blocs. Mais ça c'est un sujet un peu avancé, j'ai pas forcément envie de vous embêter avec ça. Mais pour vous donner un autre exemple, je pourrais très bien à l'intérieur de cette fonction A définir une autre fonction B qui se trouve dans l'espace du coup de ma fonction A, donc ça veut dire que je ne pourrais pas l'appeler en dehors de la fonction A, et elle pourrait, elle par contre, utiliser tout ce qui se trouve dans l'espace, dans la portée de son parent. C'est-à-dire que comme cette fonction est définie à l'intérieur de la fonction A, je vais pouvoir utiliser toutes les variables qui ont été définies dans la fonction A. C'est ce qu'on appelle des variables locales d'ailleurs. Donc du coup là je peux très bien faire un print de total, et si à l'intérieur de ma fonction j'appelle la fonction B, parce que n'oubliez pas que cette fonction B je ne peux pas l'appeler ailleurs, puisqu'elle est définie à l'intérieur de A, et dès qu'on sort de A, eh bien, sa déclaration n'existera plus aux yeux de Python. Si je lance le... Alors effectivement ça ne fonctionne pas puisque je peux pas accéder à total. Mais là si je lance mon programme, vous voyez que ça fonctionne très bien. Je pourrais très bien mettre ici dans une fonction B qui se trouve dans A, deux points, et je concatène total. Et là si je fais un run, vous voyez que oui, pardon, comme c'est un nombre, il faut que je le convertisse en chaîne de caractères pour que ça soit correctement converti. Et là, vous voyez bien que ça me met, je suis dans la fonction B qui se trouve dans A. Effectivement, cette fonction, vous voyez, en fonction des alignements, hein, des tabulations, cette fonction est bien définie dans A. Et je peux accéder quand même aux variables qui se trouvent dans l'espace parent de tous les éléments qui sont déclarés à l'intérieur d'un bloc. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je déclare une fonction en dehors de tout bloc ici, que je l'appelle par exemple test, que je l'appelle global var par exemple, je peux la nommer, je peux lui donner une valeur, et bien ça veut très bien dire que je peux, dans ce bloc là ici, dans le bloc A, je peux très bien l'utiliser, cette variable globale, parce que justement elle est dans l'espace qui est l'espace de son parent, d'accord? Son parent, c'est l'espace qu'on appelle global, puisque c'est le premier espace, en fait c'est l'espace global, général si vous voulez. Donc du coup ici je peux très bien faire un print de global var, vous voyez que ça me l'affiche bien ici, puisque j'ai accès à tout ce qui se trouve en dehors de mon parent.
Donc voilà. Alors pour vous récapituler dans l'ensemble, on peut utiliser des variables qui sont définies dans un bloc que dans leur bloc ou dans la portée de leur bloc ou dans les blocs qui sont des sous-blocs de ce bloc. C'est une phrase un petit peu complexe, mais comme je vous ai expliqué le concept, normalement ça devrait paraître simple pour vous. Donc je récapitule. On peut utiliser une variable ou un élément déclaré dans un bloc que dans le bloc dans lequel elle a été déclarée ou dans un sous-bloc. D'accord ? Donc pourquoi j'ai pas parlé de que de variables? Parce que les fonctions ça marche aussi. Là théoriquement je pourrais pas appeler b ici et que si je run il me dit que b n'existe pas. Même si j'ai appelé a qui définit b. D'accord? Je pourrais appeler b que dans a puisque b est défini dans a. Donc pour les termes un petit peu informatiques que vous allez retrouver dans vos différentes recherches sur le web ou dans les livres, on appelle une variable qui est propre à une fonction de manière générale, on appelle ça une variable locale. Alors moi je préfère exprimer les variables locales comme étant des variables propres à des blocs. D'accord ? Et on définit les variables globales comme étant des variables qui sont dans l'espace global, qui sont accessibles par tout le monde. D'accord ? C'est-à-dire que si je définis une variable ici globale tout en haut du fichier, elle sera accessible à tout mon script, dans tout mon script. D'accord ? Donc c'est sur ce point que je vais terminer cette vidéo, qui a été un petit peu plus complexe que les autres. Je vous invite vraiment à la relire si vous n'avez pas saisi un point. J'ai essayé au maximum de récapituler avec d'autres mots. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu plus facilement des points sur lesquels, quand j'étais débutant, j'ai dû passer pas mal de temps de fouinage, on va dire, sur le web pour comprendre, et dans les bouquins. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt dans la 6e vidéo.